Bonjour à tous, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci elle est destinée plutôt au niveau quatrième. Nous sommes dans le chapitre qui traite de la tectonique des plaques. Alors la notion de plaque, on l'a vu dans la vidéo précédente, on a vu que sur la Terre, on avait des plaques rigides qui se trouvaient sur une asténosphère moins rigide. Et on avait commencé à soupçonner qu'il pourrait y avoir des mouvements. Donc c'est cette fameuse tectonique. Et on va voir donc dans cette partie, donc on va s'intéresser plus particulièrement au mouvement. Donc on va donner des preuves de ces mouvements et expliquer les mécanismes de ces mouvements plutôt dans la vidéo suivante. Donc grand 2, les mouvements des plaques. Donc d'abord pour s'apercevoir qu'il y a des mouvements, mettre en évidence ces mouvements, il suffit juste d'observer la planète Terre actuellement. Lorsque j'observe la Terre, notamment lorsque j'observe l'Amérique ici, l'Amérique du Sud, je m'aperçois que la côte de l'Amérique du Sud qui est là est très similaire à la côte de l'Afrique qui est ici. Alors très similaire, elle est inverse si vous voulez, elle est opposée. C'est comme si que l'Afrique là pouvait s'emboîter dans l'Amérique. Vous voyez que l'angle qui est là, c'est à peu près le même qu'ici. De même, hein, ici, j'ai une espèce d'arc là. On voit que c'est le même arc qui est là. C'est comme si que cette partie-là pouvait s'emboîter dans la partie qui est ici. Alors quand on voit ça, on commence à émettre l'hypothèse que l'Amérique et l'Afrique ont très bien pu être collés l'un à l'autre à un moment donné. Ça reste une hypothèse puisque je n'ai aucune preuve, je ne me base que sur une observation, sur une intuition, je vois des formes similaires, je peux émettre l'hypothèse que avant tout ça était collé l'un à l'autre. Alors pour démontrer que ces continents étaient collés, on a une autre preuve. Avant, on va quand même écrire le bilan. Donc, si on compare les formes des côtes des continents, nous remarquons une certaine ressemblance entre l'Amérique et l'Afrique. Alors, l'autre preuve, la voici. Ça, c'est la planète Terre actuelle, où j'ai l'Amérique, l'Afrique, etc. Si je m'intéresse aux fossiles de dinosaures que je peux trouver sur Terre actuellement, donc je vais m'intéresser, alors pas tous les fossiles que j'ai indiqués, je vais m'intéresser surtout aux Cygnognathus et aux Lystrosaurus. Alors, je m'intéresse à ces deux-là, pas par hasard, parce que ce sont des dinosaures qui sont assez massifs, incapables de nager, donc ça veut dire qu'en général, plutôt terrestres. D'accord, ils vivent vraiment sur Terre, ils se déplacent sur Terre et pas dans l'océan. Le seul problème, le seul petit hic, c'est que si je fais des fouilles en Amérique et en Afrique, eh ben je vais retrouver des fossiles de ce dinosaure, de ce Cygnognathus par exemple. Donc le Cygnognathus, j'en trouve en Amérique, et j'en trouve en Afrique. Ça veut dire qu'en Amérique et en Afrique, je retrouve le même être vivant. Et là, j'ai un problème. Soit mon être vivant là, il a traversé l'océan, qui est ici, ce qui est quand même peu probable, même impossible, d'accord, parce que l'océan comme là, c'est quand même assez balèze. Donc, soit il a traversé l'océan, ce qui est impossible, soit il a été fabriqué à deux endroits différents, ce qui est impossible aussi, puisque dans l'évolution, il ne peut pas avoir deux fois le même événement à deux endroits différents au même moment. Enfin, c'est un peu compliqué comme ça à l'oral, mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai une espèce qui est créée en Amérique, je ne peux pas créer la même espèce en Afrique. Alors la raison est assez simple, c'est parce que pour créer une espèce, il faut deux choses, il faut des mutations, il faut donc des modifications, et il faut une sélection du milieu. Et ces éléments qui sont beaucoup liés au hasard ne peuvent pas se faire à deux endroits différents. Ça veut dire que le Cygnognathus qu'on trouve en Amérique et le Cygnognathus qu'on trouve en Afrique, en fait c'est la même espèce, c'est la même bestiole, c'est la même population. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce groupe-là et ce groupe-là, comme ils ne peuvent pas traverser l'océan, ça veut dire que forcément, l'Amérique et l'Afrique étaient collées. Alors ces observations, on peut le faire aussi avec ce fossile-là, le Lystrosaurus. Lystrosaurus, on en trouve en Inde, on en trouve en Afrique, on en trouve à Madagascar. Si j'en trouve dans tous ces continents, ça veut dire qu'à un moment donné, toutes ces terres étaient collées l'une à l'autre. Pareil pour Glossopteris. Glossopteris, donc c'est un végétal. On en trouve en Australie, on en trouve en Inde, on en trouve à Madagascar, on en trouve en Afrique, on en trouve même en Amérique. Donc les fossiles de ce végétal. Si je retrouve des fossiles de ce végétal, c'est que forcément, à un moment donné, toutes ces terres-là étaient très proches. Parce qu'un végétal comme ça peut difficilement voyager de l'Australie jusqu'à l'Amérique. On est d'accord. Ça nous donne ce document-là. Donc ce document-là,
Bon, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les chercheurs? Ils ont remonté un puzzle avec des marqueurs colorés et ils ont mis les bonnes couleurs au bon endroit. Voilà. Et on arrive à ce document-là où on voit que l'Amérique du Sud, à un moment donné, était probablement collée à l'Afrique. Vous voyez qu'ici, les formes complémentaires, on les retrouve. Hein. On voit que l'Inde, Madagascar, l'Antarctique, l'Australie, tous ces continents étaient à un moment donné collés les uns aux autres. Et on le sait parce que l'aire de répartition des fossiles qu'on retrouve actuellement sur Terre, il faut absolument qu'elle soit contiguë, il faut qu'elle soit collée les unes aux autres, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on arrive à ce document-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Afrique et l'Amérique étaient collés l'un à l'autre, et qu'aujourd'hui ne le sont pas, ça veut dire qu'entre ces deux continents, je vais avoir un océan qui va se fabriquer. Ça veut donc dire que l'Amérique et l'Afrique bougent. C'est obligatoire. Ou ont bougé. D'accord? Donc il y a bien des mouvements des continents. Alors maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment ça se fait? Quel est le moteur de ce mouvement? Comment je peux faire pour déplacer des masses continentales comme l'Afrique ou l'Amérique ou l'Antarctique, etc. Donc on va s'intéresser à comment on fabrique l'océan qui est là finalement. D'où vient l'océan qui est ici? Comment il a pu se former? Avant ça, on va noter le bilan. Donc de plus, nous retrouvons les mêmes fossiles sur différents continents aujourd'hui très éloignés. Problème, comment expliquer la présence des mêmes fossiles au même moment sur plusieurs continents différents? Hypothèse, les continents étaient liés à un moment donné. Les continents bougent à la surface du globe. Donc, comme je vous l'ai dit, on va d'abord s'intéresser à l'ouverture des océans. Donc, on va s'axer sur l'océan entre l'Afrique et l'Amérique pour essayer de comprendre comment est-ce que cet océan a pu se former finalement. Alors, pour ça, on va utiliser ce document. Alors, il faudra faire attention, ce document, il est très très apprécié par les géologues, il est très apprécié par les profs en général de SVT. Alors c'est un document qui est riche d'informations et il n'est pas si simple à comprendre. Donc je vais vous le décrire et ensuite on va l'analyser ensemble et vous verrez que on peut tirer des informations très intéressantes sur le mouvement des continents. Donc ça c'est quoi? J'ai ici l'Amérique, j'ai ici l'Afrique et ici j'ai des bandes colorées. On voit des bandes colorées qui sont là. Ces bandes colorées, c'est le fond de l'océan. Donc là, j'ai mon océan qui est ici. Donc, au fond de mon océan Atlantique, là, un bateau est passé et a réussi à mesurer l'âge des roches du fond de l'océan. D'accord? Donc, on mesure l'âge des roches. Et on s'aperçoit que cet âge, il n'est pas le même partout. Ça veut dire que le fond de l'océan qui est là, il n'a pas été formé en un seul coup. Il a été formé en plusieurs étapes successives. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, comme ça, quand on regarde de prime abord, comme ça, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de symétrie. Vous voyez que là, j'ai un trait bleu, alors j'ai un trait rouge d'abord, puis un trait bleu, puis un trait vert, etc. Et c'est symétrique. D'accord? De chaque côté de ce trait rouge, j'ai exactement la même chose. Alors, ce trait rouge, on l'a déjà vu. On l'a vu dans le chapitre précédent. Et ce trait rouge, on l'avait nommé. Ça s'appelait une dorsale. Et au niveau de la dorsale, j'avais des volcans. D'accord? J'avais une ligne de volcans sous-marins qui était là, qui se situait sous la dorsale. Alors, les volcans, on sait, les volcans, c'est une structure capable de fabriquer de nouvelles roches. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît puisqu'on l'observe sur Terre. Et là, d'un coup, on commence un petit peu à comprendre. Alors, ce qu'il faut imaginer, pour comprendre ce document, c'est que le fond de l'océan, là, ça serait une sorte de tapis roulant. D'accord? Et ce tapis roulant sortirait de là. Alors, j'ai deux tapis roulants. J'en ai un qui sort de ma dorsale et qui va vers l'Afrique. Et j'ai un tapis qui sort de ma dorsale et qui va vers l'Amérique. Donc j'ai deux tapis roulants opposés l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces tapis roulants, à chaque fois qu'ils s'actionnent, ils vont éloigner les continents l'un de l'autre. Sauf que si j'éloigne les continents l'un de l'autre, je vais créer un espace ici, forcément. Ici, j'ai un vide où j'ai plus d'éléments. Et ce vide, il va être comblé par quoi? Par les volcans qui sont ici. Donc les volcans vont faire de la croûte, des roches, et ces roches vont combler l'espace. Mais si ces volcans ont fait des roches nouvelles, ces roches nouvelles sont forcément plus jeunes que les roches qui seront à côté. Et puis plus tard, le tapis roulant se remet en action. On va avoir à nouveau écartement de l'Afrique et de l'Amérique, à nouveau un espace qui va se créer ici, à nouveau de nouvelles roches. Mais ces nouvelles roches sont forcément plus jeunes que les précédentes, etc., etc., etc. Donc on arrive à comprendre comme ça que, plus je m'éloigne de ma dorsale, et forcément, plus les roches seront anciennes. Donc c'est ce que je vous demandais dans la question, c'était comment évolue l'âge de la lithosphère océanique en s'éloignant de la dorsale. Je vois que plus je m'éloigne, et plus ces roches sont anciennes.
Alors j'ai des roches qui sont très récentes, proches de la dorsale, vous voyez que c'est entre 0 et 5 millions d'années. Elles sont un peu moins récentes, un peu plus loin, elles sont entre 20 et 100 millions d'années. Et elles sont très anciennes, plus proches du continent, on est entre 100 et 170 millions d'années. Voilà. Alors, pour comprendre ce document, normalement, j'utilise un modèle en classe que je ne peux pas vous montrer là. Je vous le montrerai quand on aura un nouveau cours ensemble. Et voilà, et vous pourrez me poser des questions s'il y a encore un petit doute sur ce document. Donc, au niveau des dorsales, il y a création de lithosphère océanique récente. Au fil des années, l'Amérique et l'Afrique s'éloignent. Et l'espace ainsi créé est comblé par la lave libérée au niveau de la dorsale. Cette lave va former le fond de l'océan. On aboutit sur ce document. Alors, j'ai ici l'Amérique, ici l'Afrique. À l'origine, les deux étaient liés, d'accord? J'ai ici ma dorsale, où j'ai mes volcans. À chaque fois que mon tapis roulant se met en place, eh ben, je vais écarter les deux continents. Donc, un océan va se former, puisque lorsque je l'écarte, eh ben, forcément, j'ai un creux qui va se former. Et ce creux va être au fur et à mesure comblé par ma dorsale. Donc j'ai de nouvelles roches qui sont fabriquées toujours au niveau de ma dorsale. Ah d'ailleurs, petite remarque, ces dorsales libèrent de la lave dans de l'eau, donc sous l'océan. Ça veut dire que cette lave va refroidir assez vite, d'accord? Et elle va former une structure de lave particulière qu'on appelle de la lave en coussin. Donc ça forme des boules, plein de petites boules, comme des coussins, au fond de l'océan. Sur ce document, donc, vous voyez qu'il y a les deux rectangles blancs. Il faut juste y rajouter des flèches. Donc les flèches, c'est la flèche du mouvement du continent. On a une flèche qui va aller vers la droite et une flèche qui va aller vers la gauche, ou l'inverse, ça dépend comment on se situe sur le document. En bilan, on peut écrire qu'avec une vitesse de quelques centimètres par an, en fait c'est 2 cm par an, donc c'est très 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 lent, les plaques se forment et s'écartent au niveau des dorsales océaniques. Les plaques lithosphériques se déplacent en glissant sur l'asténosphère moins rigide. Oui, alors ici, là, j'ai mon asténosphère qui est moins rigide. Donc forcément, ce mouvement est possible. C'est un mouvement lent. Alors pourquoi j'ai rajouté cette idée de mouvement lent? Parce que souvent on me demande, enfin les élèves me disent, bah oui mais on sent pas qu'on bouge. Comment ça se fait? On sent pas les mouvements des continents. Bah, on les sent pas parce que on se déplace à 2 cm par an, ce qui est dérisoire, ce qui est ridicule, d'accord? Oui, c'est pas une autoponeuse, quoi, hein, c'est très très lent. Alors, la question forcément qui nous vient maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi l'Afrique et l'Amérique bougent? Comment ça se fait que ces tapis roulants vont se mettre en place, en action, par moment? C'est-à-dire que par moment, les tapis roulants vont écarter l'Afrique et l'Amérique, et du coup, on va avoir éloignement des deux continents. D'accord? Mais alors, quel est le moteur de ce mouvement? Pourquoi ça bouge? Alors, ces mouvements de la lithosphère permettent le déplacement des continents les uns par rapport aux autres, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et permettent la création et l'ouverture des océans, c'est ce qu'on a vu aussi. Donc ça, ce sont les deux conséquences finalement des mouvements de la lithosphère. Alors on va s'intéresser donc dans la prochaine vidéo à comment ça bouge, pourquoi ça bouge, quel est le moteur du mouvement, et notamment on verra la formation des chaînes de montagne. Voilà, bon courage à vous pour votre travail et à la prochaine.